Le fruit des enfants vous présente Multisport. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission Multisport spéciale. Nous sommes à Sarzeau, commune dont le maire depuis une dizaine d'années maintenant est David Lappartient. David Lappartient, le président de l'UCI, l'Union cycliste internationale, élu en septembre 2017. C'est l'occasion avec lui de faire un point sur les 8 premiers mois de son mandat. Évidemment, mois de juin oblige, nous allons parler du Tour de France 2018 qui aura 4 étapes en Bretagne et qui dit Tour de France, dit Christopher Froome, le tenant du titre. On ne pouvait pas ne pas l'évoquer. David Lappartient, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. On va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Je l'évoquais, vous avez été élu en septembre 2017. Christopher Froome, c'était presque concomitant à votre élection, si je me trompe, vous me contredirez, mais était donc annoncé comme ayant subi un contrôle anormal au salbutamol. C'était lors de la dernière Vuelta. J'imagine que ces deux actualités ont fait que c'était une journée un petit peu spéciale pour vous. Oui, alors c'était une journée effectivement un petit peu spéciale. D'abord une journée heureuse puisque j'étais en campagne depuis un certain temps pour être élu président de l'Union cycliste internationale. J'ai gagné largement avec plus de 82% des suffrages au premier tour. Donc naturellement, c'était le plaisir d'avoir été élu. Et puis, sitôt la conférence de presse terminée, les remerciements d'usage, ça prend quand même quelques temps, on va dire, après le congrès. Je monte dans ma chambre quelques instants. Et là, je reçois effectivement un coup de fil de notre directrice générale adjointe, qui est aujourd'hui la directrice générale, et qui m'annonce effectivement, on va dire, que Christopher Froome avait subi un test anormal. Donc je dis voilà, bienvenue dans le monde réel du président de l'UCI. On peut considérer que cette affaire-là, elle plombe un peu, tout du moins elle gâche un peu ces premiers mois de présidence. Naturellement oui, parce que c'est une affaire compliquée d'un point de vue scientifique, d'un point de vue juridique, mais surtout avec un athlète de renom, qui est quand même, on va dire, avec Peter Sagan, les deux stars de notre sport. Donc naturellement, quand ça affecte le vainqueur du Tour de France, plus grande épreuve du monde et le numéro 1 mondial, on sait que quelles qu'en soient les décisions demain, ça pourrit quand même la situation. Alors on va évidemment en parler dans le détail, mais d'abord, je souhaitais qu'on balaye assez rapidement les quelques points sur lesquels vous avez fait votre candidature et donc votre élection à la tête de l'UCI. Vous déclariez notamment souhaiter être prêt au 1er janvier 2019 pour l'interdiction des corticoïdes et la mise en place d'une surveillance médicale réglementaire pour l'ensemble des coureurs. Est-ce que vous serez prêt au 1er janvier 2019 ? Je pense que oui. Nous aurons nous avons un comité directeur de l'Union cycliste internationale ici en Bretagne au mois de juin qui va prendre des orientations stratégiques importantes. Ça va être sans doute le plus important comité directeur de la mandature, la stratégie pour 4 ans. Et nous devrions arriver effectivement à prendre des décisions fortes et sur les corticoïdes et sur le tramadol, qui est aussi cet antidouleur qui est un vrai problème dans le vélo. Et nous avons recruté donc, le professeur Xavier Bigard, professeur connu et reconnu dans le monde du sport, pour ses compétences en tant que directeur médical de l'UCI. Ça va être mis en place au 1er janvier. Donc vous serez prêt, c'est un premier engagement. On devrait être prêt au 1er janvier, comme annoncé. Dans les autres dossiers que vous avez portés, l'interdiction des oreillettes, alors elles seront présentes sur le Tour de France ? Oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas annoncé que dans mon programme, pour être très précis, ce n'était pas marqué qu'on interdirait les oreillettes. J'avais dit d'abord que je souhaitais qu'on interdise les oreillettes dans les championnats du monde. Ce n'était pas autorisé, on les a autorisés. Et donc ça aussi, c'était l'ordre du jour du comité directeur du mois de juin. Pour être opérationnel au plus tôt possible, il faut que j'arrive à convaincre tout le monde. Pour les autres épreuves, j'avais dit qu'il fallait quand même réfléchir sur l'analyse un petit peu de ce sujet-là dans un ensemble beaucoup plus global qui est fait pour la sécurité des coureurs, l'attractivité de nos courses, mais aussi les possibles manipulations sportives qui pourraient arriver demain avec des paris en ligne et des coureurs qu'on pourrait joindre en direct pendant la course. Donc ça fait partie d'une réflexion plus globale. Là, il n'y a pas encore de décision de prise. On peut envisager un jour un Tour de France, notamment sans oreillettes ?
C'est imaginable, mais je pense que ce qui est encore peut-être plus important, et ça beaucoup de coureurs me le disent, c'est le sujet des capteurs de puissance. Capteurs de puissance qu'on ait en données, nous, aux téléspectateurs, les puissances en direct, c'est intéressant. Que le coureur les ait, ça l'est moins parce que là, pour le coup, ça régule beaucoup plus la course. Vous voyez, certains coureurs montent exclusivement à la puissance. Ils savent qu'en montant de manière constante à 328 watts, ils seront meilleurs qu'en répondant aux attaques. Donc c'est pour ça que des fois, vous voyez, un exemple, Dumoulin ne répond jamais aux attaques. Il monte à capteur de puissance, Froome monte au capteur de puissance. Et là, il y a une variable sur laquelle vous pensiez pouvoir, si demain on interdit effectivement les capteurs de puissance en direct pour eux, ça a un effet réel. J'ai discuté avec Jean-Christophe Perrault, qui deuxième du Tour de France 2014, qui est aujourd'hui directeur de l'unité du matériel à l'UCI, que j'ai embauché, m'a dit ça c'est le vrai facteur limitant qu'il faut enlever. Alberto Contador exactement a dit la même chose. C'est ça qui aujourd'hui tue encore plus que les oreillettes. C'est intéressant à entendre. Question de budget, parce que c'est ma question suivante. Vous vouliez plafonner les budgets des équipes. Selon l'UCI, ces budgets moyens en équipe World Tour, première division, c'est autour de 18 millions. Et l'équipe la mieux dotée, c'est 34 millions. Et je rappelle que le budget de l'UCI annuel, c'est 32 millions, si je ne me trompe pas. Alors c'est un peu plus que ça, parce qu'on est en moyenne, ça dépend. Je suis obligé de faire la moyenne des années olympiques et non olympiques. On est plutôt aux alentours de 45 millions. Bon, quand on considère le budget de l'UCI 45 et celui de l'équipe la mieux dotée du World Tour, donc 34, on se rend compte que finalement il y a des équipes qui ont quasiment les mêmes moyens que l'institution. Où en êtes-vous sur cette idée donc, de réduire ces budgets pour éventuellement réduire le nombre de coureurs? C'est un peu ça? Alors, ce n'était pas forcément pour réduire le nombre de coureurs. Nous, ce qu'on ne souhaite pas, moi je ne souhaite pas réduire le nombre de coureurs. Enfin, réduire le nombre de coureurs dans les courses, c'est fait. Ça va rendre des courses plus attractives. Est-ce que Nibali aurait gagné Milan-San Remo s'il y avait eu un coureur de plus par équipe à rouler? Ce n'est pas évident. Donc ça ouvre plus les courses, ça c'est une réalité. Simplement réduire le budget, enfin pas réduire, encadrer, c'est de faire en sorte que tous les meilleurs coureurs ne soient pas dans les mêmes équipes et que justement avec comment on dit, un salarié, un budget cap, c'est-à-dire pour les équipes, c'est-à-dire de plafonner le budget des équipes, ça fait que si vous payez très cher un coureur, et rien ne doit empêcher de payer cher un coureur, on ne va pas limiter le salaire des coureurs, alors vous êtes obligé de faire un petit peu attention sur le reste. C'est le fair play financier de la FIFA ou de l'UEFA exactement. Donc ça permet juste d'équilibrer, et si on veut des courses de vélo intéressantes, ce n'est pas en mettant les 10 meilleurs coureurs du monde dans la même équipe. La féminisation du cyclisme, c'était un autre engagement de votre part dans votre candidature et donc dans votre élection. Quels sont là encore le point d'actualité que l'on peut évoquer? Alors, on avance aussi pas mal sur ce point. D'abord, ce qu'il faut savoir, je viens d'avoir les statistiques puisqu'on a lancé un questionnaire auprès de nos 190 fédérations nationales, 15,6% de licenciés femmes au niveau mondial. En France, c'est 10, hein. Donc le monde est meilleur encore que nous. Il n'empêche qu'on avance quand même bien pour la structuration du cyclisme féminin, pour un vrai statut social pour les équipes. Donc là aussi, on va essayer de tirer l'ensemble vers le haut. J'ai rencontré aussi de grands organisateurs, comme par exemple ASO qui organise le Tour de France, pour dire aussi qu'ils doivent être, on va dire, investis dans le cyclisme féminin. Moi, je veux voir demain un Paris-Roubaix féminin. Les filles en ont envie. On veut voir des plus grandes compétitions par étapes. Et c'est ce qui manque aujourd'hui pour les femmes, une plus grande compétition par étapes. Mais les choses se structurent progressivement et on devrait un petit peu calquer la structuration du cyclisme féminin sur la structuration du cyclisme masculin. Après 8 mois de présidence, David Lepartien, quelle note vous donnez sur 10 pour évaluer un peu votre bilan? Alors, si la note vous gêne, mais je pense que vous, l'expert comptable, connaissez les chiffres et leurs valeurs. Votre appréciation? Alors, c'est toujours compliqué de se juger soi-même. C'est la réponse que tout le monde formule, mais en même temps, avec un peu d'objectivité, on y parvient. Si on est objectif, quand on prend ce que j'ai énoncé et là où on en est aujourd'hui, on est au moins 8 sur 10. Voilà. Alors après, il y a des sujets plus médiatiques qui peuvent laisser à penser que l'administration de l'UCI ou son président sont assez faibles. On me dit pourquoi vous n'avez pas coupé la tête de Chris Froome. Attendez, on va en parler. Mais juste parce qu'on respecte des règles. Voilà. Et ça, je ne vois pas une mauvaise note à donner à l'UCI par rapport à ça. Mais en tout cas, par rapport à ce que j'ai promis, on fait ce qu'on a promis. Vous savez, en politique, le monde du sport, quand on est président d'une institution, c'est aussi une fonction politique. De faire ce qu'on a dit, c'est aussi pas mal, hein. Ah oui, non, mais je pense que chacun appréciera. Voilà. Vous le dites, et on en parle depuis le début, ce n'est pas un spectre, non, c'est une véritable affaire, l'affaire Froome, qui a débuté en septembre 2017. Froome, donc, qui a subi un contrôle anormal au salbutamol, c'était le 7 septembre précisément, à l'issue de la 18e étape de la Vuelta, le Tour d'Espagne qu'il va finir par remporter. Alors, ce contrôle anormal pourrait lui valoir une éventuelle
sanction. Mais depuis, donc, c'est le statu quo. C'est tout du moins l'image que nous en avons. Vous, président de l'UCI, vous avez certainement nous dire le contraire. Mais quoi qu'il en soit, vous avez déclaré récemment au sujet d'une éventuelle sanction avant le départ de la Grande Boucle, il faut être réaliste. Je crois que ça ne sera pas le cas. Donc, sauf revirement, Froome sera au départ de cette 105e édition. Et c'est par ailleurs un dossier que vous avez qualifié plein de nuances sur lequel vous ne pouvez pas vous exprimer. Alors, qui ou quoi vous en empêche ? Alors d'abord, le Code mondial antidopage m'interdit de m'exprimer sur le dossier. C'est-à-dire que je peux m'exprimer sur, on va dire, les contours ou les abords du dossier. Sur le dossier en lui-même, ce serait une violation du Code mondial antidopage si je m'exprimais sur des éléments très clairs de la procédure ou du dossier. Donc en tant que président de l'institution, je ne le peux pas. Néanmoins, ce dossier, pour venir de manière plus générale, parce que c'est parfois compliqué à comprendre tellement il y a de la nuance en fait dans ce dossier. Et finalement, le jour, Bernard Hinault a dit tout fort ce que tout le monde pense tout bas. Et moi, juste pour apporter quelques éléments là-dessus. Il y a eu effectivement un test anormal. Il y a deux catégories de substances dans le monde de l'antidopage. Les substances lourdes, ça va être des stéroïdes, ça va être de l'EPO, suspension immédiate à titre conservatoire et ensuite procédure. Et il y a les substances dites spécifiées. Ce sont des substances qu'éventuellement on peut utiliser avec soit des autorisations d'usage thérapeutique, soit dans certaines doses et sur certaines conditions. Et c'est le cas ici. C'est le cas du salbutamol. Et donc dans les substances spécifiées, le Code mondial antidopage dans l'absolu prévoit qu'on peut mettre une suspension à titre conservatoire, mais pour le salbutamol, et qui est vraiment une substance particulière encore dans celle-là, ça ne s'est jamais fait par l'Union cycliste internationale et ça ne s'est jamais fait par aucune autre fédération internationale, considérant qu'il y a effectivement il y a un risque et on va dire le doute est permis sur ce sujet. Mais il se dit que finalement l'UCI a peur des avocats de Christopher Froome ou de la Sky. Non, alors non, on a peur de personne, mais à l'inverse, c'est-à-dire que d'un côté j'ai pas peur de Sky, de Chris Froome et de ses avocats, mais de l'autre côté, je ne suis pas là non plus pour faire de la justice spectacle, pour montrer qu'on a la tête de Froome ou de son équipe au bout d'un piquet. Donc la vérité est finalement entre les deux. Simplement sur ça, Chris Froome a le droit de présenter, on va dire, des arguments de défense et nous ne suspendons pas à titre conservatoire pour ça. Si nous l'avions fait spécialement pour Chris Froome, alors on aurait eu une différenciation de traitement pour lui par rapport aux autres dans le monde du vélo et dans le monde du sport. Et sûr que le tribunal arbitral du sport aurait annulé notre suspension à titre conservatoire. Mais vous entendez que donc les fans de vélo, les observateurs, s'interrogent sur les véritables pouvoirs et leviers d'action de l'UCI. Oui, mais alors ce qu'il y a, c'est que en fait, les gens veulent toujours une justice indépendante. Et quand elle l'est, on reproche à l'institution de ne pas donner l'ordre à la justice de prendre les décisions. C'est ce que vous avez essayé de faire avec le CADF, le Cycling Anti-Doping Foundation. Nous, la Cycling Anti-Doping Foundation, elle fait des analyses, elle ne fait pas les jugements. Tout ce qui est analyse, ça c'est mené de manière indépendante. Donc la preuve, c'est qu'ils ont fait ça de manière indépendante, ils ont notifié le contrôle positif. Donc ça fonctionne, c'est une indépendance qui est reconnue par tous les acteurs du sport. L'Agence mondiale antidopage dit que d'ailleurs l'UCI est la fédération la plus en avance dans ce domaine. Après, lorsqu'il y a un contrôle positif, on va dire, ou anormal, vient tout l'aspect légal et antidopage derrière. Là encore, on a un service de l'UCI, mais qui travaille en totale indépendance, et ensuite le juge du tribunal arbitral du sport, enfin du tribunal antidopage de l'UCI, pardon, est un juge totalement indépendant. Moi, je n'ai jamais rencontré cette personne. Je ne sais pas, je sais pas ce qu'il pense, comment il agit dans ce domaine-là, et c'est lui qui va être amené à mener éventuellement donc la procédure. Simplement, ce dossier est bougrement complexe d'un point de vue purement juridique. Il est bougrement complexe d'un point de vue scientifique. L'Agence mondiale antidopage a introduit sur le salbutamol des règles aujourd'hui nouvelles, depuis d'ailleurs le contrôle positif, mais enfin, un exemple un peu scientifique concret, c'est que vous avez un certain taux de milligrammes de salbutamol. Les règles qui étaient en vigueur à l'époque et les règles aujourd'hui, on dit qu'on doit pondérer ce taux du taux de gravité du sang, par exemple. Bon, ça conduit à apporter des corrections aux chiffres qui ont été donnés. Donc tout ça, et comme la règle est intervenue après et qu'elle est éventuellement plus favorable, elle doit être appliquée aussi aux coureurs, à Chris Froome comme n'importe quel autre athlète. Donc c'est tous ces sujets hyper techniques
On travaille en lien avec l'Agence mondiale antidopage, mais vous doutez bien qu'il y a tout un tas d'allers-retours. Il n'y a aucune volonté de l'UCI de faire traîner le dossier, bien au contraire. Les avocats de Chris Froome défendent leurs clients et Chris Froome se défend, c'est son droit. Mais je ne vois pas dans ce que je vois une volonté de faire traîner la procédure plus que de raison, mais simplement de faire valoir ses droits. Et on est dans la justice, il a le droit de faire valoir ses droits. Dans ce dossier complexe, il me semble tout de même que, une fois que vous avez notifié au coureur donc ce contrôle anormal, qu'il n'y a pas eu de communication publique, même si l'affaire a émergé, il incombait toutefois à la charge du coureur de faire la preuve de son, je veux dire innocence, ne sachant si le terme est vraiment bien approprié. Quoi qu'il en soit, est-ce que l'on peut considérer que Chris Froome a produit les preuves qui lui permettent d'être au départ du Tour de France 2018 ? Alors, le résumé n'est pas aussi simple que ça. On va dire que Chris Froome fournit des éléments qu'il estime pouvoir éventuellement l'innocenter de cette affaire-là, mais le fait qu'éventuellement il soit au départ du Tour de France n'est pas lié en l'état aux preuves éventuelles qu'il a fournies, puisqu'il n'y a pas eu de décision. Le fait qu'il soit au départ est lié à l'absence encore de décision. D'accord. Voilà, mais pas encore aux preuves qu'il a pu fournir, parce que ça, il faut les analyser, les valider voilà, par des experts. Parce que quand vous avez des documents scientifiques qui vous arrivent, il faut aussi des scientifiques parfois pour les analyser. C'est ça qui est compliqué. Donc aujourd'hui, c'est la procédure qui permet à Chris Froome de s'aligner. C'est la procédure et pas forcément ce qu'il a fourni. Vous avez dit, quoi qu'il en soit, qu'en termes d'image, le mal est fait, hein, je cite. Mais vous demandez donc, et vous venez de le refaire aux observateurs, d'avoir confiance dans les institutions, dans les instances antidopage de l'UCI, dans les procédures, et qu'il y a un temps de la justice sportive et qui n'est pas celui du calendrier sportif. On en a évidemment l'illustration. Malgré tout, et vous avez à l'instant évoqué les propos tenus par Bernard Hinault, ceux de Romain Bardet, le leader de l'équipe AG2R de la mondiale, ne vous ont pas échappé. Vous n'avez pas manqué, j'imagine, la démonstration de Christopher Froome dans le Giro avec ses 80 km d'échappée sur l'étape de Bardonecchia. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi être inquiet, David Lappartient, de voir un Christopher Froome au départ du Tour, ne serait-ce que pour sa propre sécurité à lui? Alors, c'est effectivement un niveau d'inquiétude parce que, voilà, ce que je peux vous dire de manière un peu technique, un peu détaillée, encore sans vous donner les éléments du dossier, effectivement, le spectateur au bord de la route, il n'a pas tous ces degrés peut-être d'information. Et pour lui, l'image qu'il a, c'est Chris Froome a été positif, il ne devrait pas être au départ, l'UCI et Lappartient ne font pas leur boulot et il va se faire siffler au mieux ou balancer des tomates ou que sais-je. Moi, ce que j'appelle quand même, c'est d'abord que, on respecte le coureur. Il a le droit à la présomption d'innocence, il a le droit de défendre tout ça, et dans l'attente d'un jugement, il faut faire confiance aux institutions, il a le droit de courir, et s'il est au départ, alors il faut le respecter, parce que sinon, l'objectif, il n'est pas de mettre un coureur dans une situation aussi difficile. Néanmoins, ce que j'ai toujours dit, et je persiste, c'est que j'estimais qu'il était plus sage pour lui, pour son équipe, pour l'image du vélo, pour tout le monde, qu'il ne court pas pendant cette période-là. Ça ne présage en rien du résultat de la procédure, mais il eût été meilleur que ce soit comme ça. J'ai rencontré le président de l'Agence mondiale antidopage, Sir Greg Creedy, qui est un Écossais, et je lui dis voilà, je souhaite, et nous militons au niveau de l'UCI, pour que la suspension à titre conservatoire, quelle que soit la substance du caractère anormal, soit automatique. Et on ne serait pas dans cette situation-là. Mais ça, c'est un dossier sur lequel vous insistez. Et donc moi, j'insiste. J'ai écrit à l'Agence mondiale antidopage, sauf qu'aujourd'hui, dans la révision du Code mondial antidopage telle qu'elle avait été faite avant, ce sujet-là avait été évoqué et il n'y avait pas eu de consensus ni de majorité pour voter ça. Donc il y a une révision du Code qui est encore en cours. Nous demandons ça au niveau de l'UCI et on aimerait bien que ça puisse être pris en compte. J'ai quelques doutes que ça le soit, malheureusement. Quand vous entendez Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France là, pour ASO, déclarer, c'était en janvier 2018, on souhaite, nous, qu'il y ait une réponse la plus rapide possible. L'enquête va être menée de manière forte, je n'en doute pas une seconde, avec le nouveau président de l'UCI. Il faut sortir de l'obscurité, sortir de l'ambiguïté. Ça, c'était en janvier. Et il a redit dernièrement, il nous reste quelques semaines, je le redis, il faut une réponse. Les gens ne comprendraient pas qu'il n'y ait pas de réponse pour quelque chose qui s'est passé en septembre, révélé en décembre, et à quelques jours de la plus grande course du monde. Il n'y a toujours pas de réponse. On a l'impression qu'entre l'UCI et ASO, vous vous refilez un peu, je parlerai trivialement, la patate chaude, et que chacun ne se défausse pas sur l'autre pour se dire « c'est pas moi, c'est lui ».
Alors non, nous parlons, vous vous doutez bien, avec ASO sur tous les dossiers et particulièrement bien sûr sur la manière dont on doit appréhender un dossier comme celui-ci. Notre souhait, et le souhait d'ASO et le souhait de tout le monde, c'était qu'il y ait un jugement. Déjà, moi, je le souhaitais avant le Tour d'Italie et je le souhaitais aussi avant le Tour de France. Donc ça, on avait le même objectif. Sauf que, de manière très claire, on ne pourra pas avoir de décision avant le Tour de France. Donc le Tour de France aujourd'hui... Si ce n'est qu'ASO pourrait déclarer, là, nous pouvons accepter Chris Froome au regard du dossier pour des questions d'image du plus grand rendez-vous du cyclisme mondial. Ils pourraient éventuellement le faire, puisque leur règlement interne du Tour de France le permet, mais on n'est plus du tout dans la même rubrique que celle de l'UCI qui, nous sommes sur le dossier et la suspension à titre conservatoire liée à la procédure, je vous l'ai expliqué, et eux qui sont sur l'image, ce qui n'a rien à voir entre la procédure en tant que telle et l'image. Donc, s'ils souhaitent le faire, ils ont la possibilité éventuellement de pouvoir le faire. Peut-être que Chris Froome, dans ces hypothèses-là, challengerait, on va dire, la décision. Mais on n'est pas dans la même rubrique. Moi, j'aurais aimé qu'on soit dans la situation où une décision soit prise avant le départ du Tour de France. Et je comprends l'organisateur du Tour de France qui dit, mais voilà, moi, je me retrouve dans une situation où je n'ai pas de décision de l'instance internationale et ça peut, je considère, enfin, il pourrait dire, je considère que ça affecte l'image de mon épreuve. Il y a eu les années 96, il y a eu les années 2010, il y a eu les affaires de Lance Armstrong. On sait que Chris Froome a reconnu le 11 juin dernier le parcours de la 11e étape entre Albertville et La Rosière qui aura lieu le 18 juillet. Donc manifestement, Chris Froome sera au départ de cette 105e édition. Comment dans ce contexte-là, David Lappartient, vous, nouveau président de l'UCI, pourrez-vous faire en sorte, comme vous le déclariez, que le cyclisme soit le sport du 21e siècle ? Comment ? Ce qu'on peut déjà regarder là-dedans, c'est que notre sport, il lutte contre le dopage et qu'on soit puissant ou misérable, il y a les mêmes règles. Il y a les mêmes règles et Chris Froome, avec un test anormal, toutes les procédures sont menées. Donc ça veut dire qu'on peut avoir confiance dans les contrôles antidopage qui sont menés. Ça veut dire que voilà, on cherche et les tests sont bien faits. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait la même énergie qui soit mise partout. Moi j'ai confiance, on revoit quand même du vrai vélo. Quand vous regardez le vélo des années Armstrong, vous l'avez cité, et aujourd'hui on revoit du vrai vélo, on revoit des athlètes qui souffrent. Regardez la fin du Giro. Je pense d'ailleurs que le Giro est trop dur aujourd'hui. Les athlètes ont fini cuits, mais cuits de chez cuits. Regardez Thibaut Pinot, il était littéralement épuisé, dans un état de fatigue qui a nécessité une hospitalisation. D'ailleurs, ce n'est pas bon qu'on arrive dans des états comme ça. Il faut aussi que les organisateurs soient raisonnables dans ce qu'ils demandent. Et je trouve que le Giro, je l'ai dit à l'organisateur, est devenu trop dur. Vous parlez du Giro. Parlons du Tour de France maintenant, 105e édition, arrivé notamment en Bretagne avec 4 étapes, arrivé par Sarzeau en Bretagne. Vous, maire de Sarzeau, président de l'UCI, d'abord, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous à la veille du départ d'une nouvelle édition dans ce contexte qu'on vient de balayer là ? Alors une petite précision, moi qui suis un défenseur de la Bretagne à 5, la Baule, d'accord. En Bretagne. Donc ils seront déjà à la Baule en Bretagne, il reste toute l'étape en Bretagne et ils finiront l'étape en Bretagne à Sarzeau. Bon, cette petite parenthèse étant faite, moi je suis très heureux d'accueillir le Tour de France bien sûr à Sarzeau. Alors là en tant que maire, pour plusieurs raisons. D'abord parce que voilà, le Tour de France est une fête. Et on voit, il y a une vraie fierté des habitants de la presqu'île de se dire ouais, c'est la 3e épreuve sportive mondiale, c'est la première au niveau annuel et c'est chez nous. La Coupe du Monde de foot ne va jamais venir à Sarzeau, les Jeux Olympiques ne viendront pas à Sarzeau. Par contre, le Tour de France, lui, il peut venir à Sarzeau. Donc il y a une vraie fierté des habitants et puis on aura une belle étape. Alors elle est a priori dévolue aux sprinteurs, mais on aura sans doute l'un des plus beaux sprints du Tour de France, une ligne quasiment 4 km de ligne droite, dont vraiment 2 km de tout droit à l'arrivée, en léger faux plat montant, avec un peu de vent de traverse vraisemblablement. Vous avez repéré l'étape là ? J'ai repéré l'étape parce que c'est avec les cyclos ou les coureurs, c'était notre finale aussi à nous, donc je connais ça par cœur. Mais il n'empêche que ça va être une vraie belle grande fête. Comment avez-vous fait pour avoir le Tour dans votre commune ? J'ai fait comme tous les maires en France, c'est-à-dire que j'ai demandé depuis plusieurs années d'avoir le Tour. Depuis quand alors ? Depuis 5 ans à peu près, nous demandions d'avoir le Tour de France. Alors, il faut, vous savez, pour accueillir le Tour, d'abord, il faut être candidat, formellement, et 2, il faut aussi que le Tour, dans sa répartition géographique, passe dans l'endroit où vous habitez.
Et là, en Bretagne, il ne passe pas tous les ans. On regarde notre excentrement. Il passe tous les 2 ou 3 ans. La dernière fois, il passait, mais ce n'était pas possible. Et Christian Prudhomme avait dit, bon, avant la fin du mandat, ça devrait être bon. Et là, quand il y a eu le grand départ en Vendée, il m'avait fait savoir, bon, regarde si on peut passer chez toi. Et j'ai su, effectivement, juste avant, après mon élection à l'UCI, mais avant la présentation officielle, qu'on était retenu. Et je trouvais ça très sympathique. Ça n'a rien à voir, dans l'absolu, avec le fait que je sois le président de l'UCI. Je n'aurais pas gagné l'élection, il serait quand même venu à Sarzeau. Mais c'est quand même mieux que j'ai gagné l'élection. Oui, on va en reparler. Vous étiez plutôt preneur d'une arrivée ou d'un départ? Alors, nous étions plutôt preneurs d'une arrivée, mais on sera sans doute preneur d'un départ à l'avenir, mais il faut laisser un petit peu de temps entre les deux. Moi, j'aime bien le départ aussi. J'aime bien le départ parce que le départ, les coureurs sont là plus longtemps à l'avance, on peut plus facilement les voir. Mais l'arrivée a aussi quelque chose de fabuleux, c'est que d'un point de vue de l'image du territoire, l'arrivée est beaucoup plus diffusée que le départ. Donc le départ, c'est beaucoup plus la communion encore avec les gens. L'arrivée, c'est vraiment en termes de visibilité essentiel. Nous sommes dans des territoires touristiques, dans le parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Donc vous êtes le président. Voilà, dont je suis aussi le président. Et le montrer dans 190 pays dans le monde en direct, c'est exceptionnel. J'imagine que vous en rêviez. Ce rêve remonte à quand? De votre enfance, quand vous accompagnez votre père sur les routes du Tour de France? Oui, c'est vrai que je m'étais toujours dit, tiens, un jour, ce serait quand même bien que le Tour de France vienne à... C'était quand ce jour-là? Parce qu'on sait que vous programmez à peu près tout. Depuis très longtemps, mais quand j'ai été élu maire, notamment en 2008, je m'étais dit, ce serait bien qu'il vienne. Mais comme des fois, les gens vont se dire, le maire, il nous fatigue un peu avec son vélo, je me dis, dans le premier mandat, c'était peut-être pas l'idéal, donc on a attendu le deuxième. Comment vous allez vivre très personnellement cette étape? Je vais aller au départ à La Baule. Dans la voiture du directeur de course? Je vais au départ, mais je viens directement ensuite à l'arrivée. Parce que je veux être ici avec les Sarzeautins, les Sarzeautines, avec les gens d'ici. Je veux voir et vivre, on va dire, cette étape aussi de l'intérieur. Donc pas embarqué pendant la voiture? Pas embarqué dans la voiture, parce qu'embarqué, je vais suivre tout l'itinéraire, mais j'arriverai juste ici sans avoir eu le temps d'aller voir mes bénévoles, ceux qui tiennent les buvettes, ceux qui gardent les parkings. Et je veux aussi être avec eux, parce que c'est eux qui permettent aussi de tout ça. Dites-nous qui vous souhaitez voir gagner sur la ligne d'arrivée à Sarzeau. Ce sera un sprinter, il y a de grandes chances? Oui, je ne pense pas que Chris Froome puisse l'emporter au sprint, mais il n'empêche qu'à mon avis, Mark Cavendish, j'aimerais bien que ce soit Mark Cavendish. J'aime bien Mark Cavendish parce que je trouve que c'est un beau coureur. Il a eu beaucoup de malchance cette année, beaucoup de chutes. C'est un sprinter pour les sprints longs comme ça, donc ce serait pas mal. Mais le champion du monde Peter Sagan qui gagne dans la commune du président de l'UCI, ça aurait aussi de l'allure. Sachant par ailleurs que ça doit être une première historique de voir le président de l'UCI recevoir le Tour de France, qui plus a une arrivée dans sa commune. Ah là oui, je crois que c'est une première historique, donc c'est bien. Dernier mot, celui de la fin pour vous, David Lapartien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce Tour de France 2018? Je pense qu'il faut que ce soit un Tour de France qui soit un Tour de France où il y ait du spectacle, pas d'incident, respect des coureurs et qu'on n'ait pas une affaire comme on a vu au dernier Tour d'Espagne. Merci beaucoup David Lapartien. Merci bien. Merci à vous de nous avoir suivis. On reste fidèle évidemment à Multisport. Excellente fin de journée à vous. Multisport vous a été présenté par Youpi, le fruit des enfants.